bonjour à tous et à toutes. Je suis Doralie Joseph, je suis psychologue au Centre hospitalier des Pyrénées et j'ai la dure mission aujourd'hui, surtout avec tout le retard qu'on a pris, de modérer les personnes à ma droite et à ma gauche, voilà, et qui vont donc vous faire une présentation sur la question, et j'insiste parce qu'on m'a déjà posé la question, travailler en réseau à partir de l'hôpital, mission impossible, point d'interrogation. Donc, on va avoir plusieurs interventions. La première sera faite à deux voix par Jean-Michel Gras, qui est donc infirmier en psychiatrie, secrétaire général des Croix-Marines Jura, délégué régional santé mentale France Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et donc, je fais le CV de tous les intervenants. Nous aurons aussi Delphine Bougot, infirmière et case manager. Donc, vous travaillez tous les deux ensemble au centre de prise en charge précoce, qui va vous être présenté, je ne vais pas trop dire en avance, mais qui peut intervenir en amont de l'hospitalisation. Ils nous présenteront donc rapidement la structure avant de partager avec nous autour du travail du case manager dans sa prise en charge de jeunes personnes souffrant de psychose et nous montrer combien ce travail d'accompagnement dans la découverte de la pathologie, dans la prise en charge et la prise en compte de la pathologie permet de soutenir le processus de réhabilitation. Pour faire lien avec l'intitulé de l'atelier, ils nous parleront du rôle du case manager dans la mise en rapport des différents intervenants afin de mettre le réseau au service du pouvoir d'agir de la personne et de sa réhabilitation. Voilà, donc ça sera pour la première intervention. Et la seconde, qui sera aussi à deux voix. Et pareil, il y a un CV long à lire, alors j'essaye de faire vite. Donc, une intervention de M. Boris Nicole, qui a déjà été cité plusieurs fois aujourd'hui, donc psychiatre au Centre hospitalier des Pyrénées, au sein du service de réhabilitation psychosociale, coordinateur national et référent Nouvelle-Aquitaine de l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues. C'est bon ? J'ai réussi. Et rédacteur, entre autres, du rapport de la Fondation Jean Jaurès, Réinvestir la psychiatrie, une urgence sanitaire, un défi démocratique. Et donc, il interviendra en réseau avec Jocelyn Ciarcolès, qu'on ne présente plus puisque vous l'avez vu il y a quelques minutes. Il a eu le temps, j'espère, de récupérer un peu. Ouais, c'est bon. Psychiatre au CHS de Savoie et auteur de la thèse, comme il vous l'a dit, Pourquoi le rétablissement ? Essai sur l'institutionnalisation du modèle du rétablissement expérientiel dans la psychiatrie française. Je l'ai bien dit ? Bon, c'est bon. Tous les deux, nous présenterons donc des exemples de partenariat entre celui qui fonctionne, celui qui se consolide, celui qui peine à fonctionner, afin de mettre en lumière les enjeux et parfois aussi les difficultés du travail en réseau, tout en soutenant la nécessité que ce travail puisse avoir lieu pour favoriser le rétablissement et la réhabilitation. Ma mission à moi, ça sera de les contraindre, voilà, et donc de contraindre à 15 minutes pour qu'il puisse y avoir à la fin un temps de questions d'environ une dizaine de minutes, si mes calculs sont bons. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole. Ah mais oui. Allez, parfait. Bonjour, donc moi je me présente, donc je suis Delphine Bougot, infirmière case manager, et mon collègue Jean-Michel. Jean-Michel Gras, infirmier et collègue, et puis donc délégué. Donc nous on intervient en fait, on est un petit hôpital dans le Jura, donc à Dole, et on intervient surtout dans le dépistage précoce des psychoses. Donc ça en fait c'est notre plaquette qu'on a réalisée, ça fait pas si longtemps que ça. Donc on prend en charge des personnes de 18 à 30 ans, où c'est qu'on propose au centre de dépistage précoce donc un accueil avec écoute sans jugement, une évaluation médicale et pluridisciplinaire et une prise en charge personnalisée dans votre environnement adapté à vos besoins et vos attentes. Donc tout ce qu'on a pu entendre ce matin, en fait, infirmière case manager, c'est vraiment dans le sens qu'on a pu le découvrir ce matin. Donc avec un personnel qualifié qui vous aide à retrouver vos repères et reprendre votre vie en main et vous guide sur le chemin de votre établissement. Donc en fait, nous on propose un accompagnement sur le chemin du rétablissement de la personne avec une temporalité de 3 ans maximum. Donc la prise en charge, en fait, elle s'établit là où la personne se trouve, dans sa trajectoire de vie et son environnement. On part du principe que seule la personne sait où elle veut aller.
Et le début de l'accompagnement s'articule surtout autour de la notion « aller vers ». Donc nous, en fait, lors d'une demande de dépistage précoce, en fait, c'est nous qui appelons la personne pour lui donner rendez-vous avec le psychiatre. Et on lui donne aussi notre numéro de portable, parce qu'on fonctionne beaucoup avec un portable en SMS, parce que les 18-30 ans, c'est beaucoup les portables et des SMS. Et la personne peut nous recontacter si elle le souhaite. En amont du rendez-vous avec le médecin, en fait, on peut proposer une visite à domicile pour déjà se présenter, faciliter l'échange. Et aussi pour la personne qui vient au rendez-vous, cela génère vachement moins d'angoisse, de stress, parce qu'elle est dans son milieu, dans son lieu de vie. C'est moins stigmatisant que de venir moins à l'hôpital. Stigmatisant aussi. Donc la personne, elle est accompagnée dans sa globalité avec ses spécificités. En dehors des entretiens médicaux, en fait, nous, on a enlevé les entretiens derrière un bureau pour être à côté d'elle. Donc, on les fait... on vous a mis la photo de notre petit bureau, en fait. C'est une table. Donc, on est à côté d'eux. Et on répond à leurs questions en étant à l'écoute, dans le non-jugement. Et on met surtout plus de tenue aussi. Ah oui, on a enlevé nos blouses. Parce que le fait d'avoir une blouse, ça fait aussi le côté d'être supérieur à la personne. Donc au moins, quand on n'a pas de blouse, on est vraiment à côté d'elle. Donc chaque personne accompagnée a un case manager référent afin de faciliter l'alliance thérapeutique et on s'adapte à ce qu'il a, donc la méthode effectuelle, et non avec ce qu'il pourrait potentiellement avoir. Donc comme image, là pour la méthode effectuelle, vous prenez votre frigo, vous l'ouvrez. Vous regardez, en fait, la méthode effectuelle, vous allez faire avec ce que vous avez dans le frigo. Et la méthode causale, en fait, c'est que vous allez faire vos courses pour réaliser une recette. Le case manager, lui, en fait, il fait avec ce qu'il a. Donc, il fait avec ce qu'il a dans son frigo. On arrive toujours à faire quelque chose avec ce qu'on a dans nos placards. Là, on fait avec ce que la personne a. Oui. Ses capacités. En fait, on effectue une cartographie de la situation avec la personne, afin de mettre en évidence ses ressources, ses points forts, ses points faibles et les changements qu'elle veut faire ou qu'elle ne veut pas faire. On est tous des personnes différentes, chacun a son point de vue, il y a des choses qu'on est prêt à changer, il y a d'autres choses qu'on ne veut surtout pas changer. On aborde aussi la notion de traitement, donc si elle veut ou pas un traitement, on informe les bénéfices. Si elle en a un, ne surtout pas l'arrêter par rapport à pas à la dépendance, mais on lui explique que c'est une béquille. Donc quand on a une béquille, il ne faut surtout pas l'enlever d'un coup. En fait, il faut l'enlever petit à petit. Et les effets secondaires aussi. Et en fait, on se met beaucoup en lien avec le médecin pour réadapter le traitement ou revoir des consultations beaucoup plus tôt que le rendez-vous qui est des fois prévu. Mais c'est aussi possible de suivre la personne sans traitement aussi. Oui, aussi. Ça, c'est une nouvelle chose qu'on propose, en fait. Donc, en fait, on va suivre la personne et selon Rosen, ce n'est pas son rôle de tout faire, le case manager, mais de faire en sorte que tout soit fait. Donc, on élabore un projet avec la personne. On met en valeur son projet, on lui donne de l'espoir, on croit en elle et on construit avec elle et à côté d'elle, donc le fameux empowerment. On accueille toute surprise comme une force, une ressource et pas comme un obstacle. Et on croit en son projet, on acquiesce ses choix, on l'informe aussi s'il y a une mise en danger quand même, parce que bon, au niveau de la psychiatrie, on peut quand même pas passer à côté, et on informe des bénéfices-risques. Et tout au long de l'accompagnement, en fait, l'infirmière case manager va se réinterroger régulièrement sur le sens du projet. On adapte sur le chemin du rétablissement et on élabore aussi avec la personne un plan B. Pour, comme tout à chacun, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous envisageriez? De façon qu'en fait, ça évite qu'on se retrouve dans une impasse, vu qu'on a un petit plan B à côté. Pour garantir l'avancée dans le rétablissement et respecter le choix des personnes, donc un plan de crise est co-construit avec elles. C'est là qu'intervient aussi d'en informer les différents professionnels qui gravitent dans le parcours d'accompagnement, pour que justement le lien soit fait et pour que si la personne va moins bien, qu'on respecte ses choix. Dire, admettons, si je vais moins bien, ça serait plutôt cette personne-là que j'aimerais qu'il fasse la demande d'un tiers, ou moi je préférerais ça plutôt qu'autre chose. Donc l'infirmière case manager ne travaille pas seule et un lien est fait en fait entre les différents partenaires. Donc c'est 15-5 intervient le débat
de cet atelier. Le travail en réseau. Le travail en réseau est de façon à décloisonner les pratiques et s'assurer de l'engagement de chacun. Autant qu'un lien soit fait, plutôt que chacun avance dans son sens, et voilà, si on va tous dans le même chemin, ça ira beaucoup plus vite que si chacun fait dans son petit coin. Le case manager, il est là à un moment donné. En fait, il arrête le suivi si la personne qui est accompagnée, des fois ça arrive qu'elle ne veut plus être suivie, on respecte son choix. Par contre, on informe tout ce qui est entourage partenaire pour leur spécifier qu'on reste à disposition pour un nouvel accompagnement. Et si la personne a repris aussi sa vie en main, un relais est passé au partenaire et le case manager s'efface. Et la personne qui est accompagnée, grâce à son vécu, peut devenir ressource pour d'autres personnes qui rencontrent des problèmes similaires. Donc l'infirmière case manager est garante du parcours, mais pas du résultat. Et écouter, reformuler, questionner tout au long du suivi de la personne, c'est l'accompagner à enclencher un changement pour qu'elle puisse avancer vers son rétablissement, vers son bien-être. Donc on a mis 2 créations qu'on a fait à l'hôpital de jour. En commun. Voilà. Création collective. Création collective, donc chacun a un désir différent. Chaque personne est unique. Le changement n'est évident pour personne. Et l'infirmier case manager accompagne la personne dans son processus de changement, dans le chemin de son rétablissement, en respectant son choix de vie, ses désirs, son rythme, et en mettant tout en œuvre, lien avec les différentes personnes qui gravitent autour d'elle pour faciliter son parcours. Voilà. L'affiche de gauche, on a participé donc à une exposition collective à Dijon avec itinéraire singulier. Donc voilà, le thème était le désir. Voilà. Donc ça fait partie d'une exposition. Voilà. Autrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le case manager en profession, ça n'existe pas. Donc, en fait, ça mériterait de se développer parce qu'avec tout ce qu'on a entendu, en fait, dans le truc de rétablissement, en fait, c'est tout à fait ça. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai fait un DU sur le case management à Tours. Donc, ça a vraiment changé ma posture de soignante, de plus vouloir sauver forcément les personnes qu'on suit. C'est vraiment les accompagner dans ce qu'ils veulent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Comme vous avez été très très efficace au niveau de temps, vous pouvez rester à l'estrade parce que s'il y a des petites questions, enfin vous pouvez vous rassurer comme vous préférez, s'il y a des questions dans la salle sur cette intervention autour du travail du case manager, moi je veux juste dire quelque chose avant de donner la parole à la salle. Déjà merci pour votre travail que j'avais eu la chance de voir un peu en amont. Je trouve assez intéressant par rapport à la question de notre atelier, c'est de voir la place du case manager comme une passerelle un peu. Enfin, moi, je le comprends comme ça. C'est-à-dire, à la fin, vous concluez quand même en disant le case manager, à un moment donné, finit par s'effacer, passer le relais aux partenaires, et les partenaires vont pouvoir accompagner la personne qui, ensuite, elle, va pouvoir témoigner. Et on voit que la personne soignée devient elle aussi un membre du réseau à part entière. Parce qu'on parle du réseau des professionnels. C'est vraiment un pouvoir d'agir de la personne et en fait, il faut que la personne écrive sa propre vie, quoi. Elle devient auteur de sa vie. Tout à fait. Et elle participe à ce réseau qu'on va mentionner, qu'on a déjà mentionné, qu'on va mentionner sans cesse sur ces 2 jours. C'est-à-dire que justement, c'est aussi ça, le pouvoir d'agir, le rétablissement. Toutes ces questions, c'est comment la personne peut faire partie du réseau de son parcours. Voilà, c'est ça. Si j'ai bien compris votre présentation. Tout à fait. Ah. Bonjour, juste pour savoir au niveau des prises en soins, est-ce que du coup c'est des suivis longs, courts? Est-ce que ça a été déterminé avant? Par qui sont orientées les personnes que vous suivez? Alors nous, pour l'instant, en fait, on est une toute petite unité, on n'est que 3 soignants et un psychiatre, mais pas qui est à temps plein. Donc en fait, on fait du dépistage précoce. Donc pour l'instant, essentiellement, c'est entre psychiatres qui nous les adressent. Et à l'heure actuelle, on a beaucoup des jeunes qui arrivent en situation de crise parce qu'en fait, ils sont adressés suite à un passage aux urgences psychiatriques. Donc voilà, c'est proposé en fait suite à... Ils finissent aux urgences psychiatriques et du coup, ça leur est proposé. Est-ce que vous voulez savoir ce qui vous arrive? Est-ce que vous voulez être accompagné? Et c'est là qu'on enclenche quelque chose. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accompagne la personne que si elle veut. Si elle ne veut pas... voilà, elle reviendra si à un moment donné elle veut qu'on l'accompagne. Ça peut être aussi, c'est pas forcément un passage aux UP, ça peut être aussi au décours déjà d'un suivi
par un psychiatre depuis... Dans les CMP. Ou au niveau adolescent. Et juste, du coup, je vous coupe, mais est-ce que du coup, ils ont des références CMP quand même, ces jeunes que vous suivez? Oui, en général, oui. Alors, oui. Pas forcément. Là, il y a une personne qu'on suit qui a 17 ans, qui a consulté une fois au CMP. Le psychiatre nous l'a orienté. Il est en première, il est en train de passer le bac de français. Il n'a jamais été hospitalisé. Il n'est pas suivi en CMP. Le but, en fait, c'est vraiment, comme dit le dépistage précoce, c'est qu'on arrive à les prendre de plus en plus tôt avant que la crise ne survienne. Donc, c'est vrai que notre but, nous, ça serait vraiment de développer ça et d'arriver à intervenir même dans les lycées pour des accompagnements sur les lycées ou les facs. Voilà, ouais. Avant le passage à l'âge adulte. Avant le passage, à l'âge adulte. Ok, merci. Oui, merci pour votre intervention. Je suis Marie-Christine Pillon, coordination 69, soins psychiques et réinsertion, donc un réseau sur le département du Rhône et la métropole de Lyon. Dans votre intervention, vous avez évoqué le fait que le partenariat, la mise en réseau était importante par rapport au décloisonnement des pratiques. Et j'aurais voulu savoir ce que vous entendiez par décloisonnement des pratiques, comment concrètement, quel lien vous avez avec les autres structures sociales ou médico-sociales, ou enfin voilà, tout le tissu, on va dire, de l'environnement du jeune. Qu'est-ce que ça a changé finalement quelque part dans la relation entre une équipe soignante, entre des soignants et puis tout l'environnement de la personne? Puis j'aurai une deuxième question après. Bon, on travaille avec les SAVS, on travaille avec Maison Relais, on travaille avec des curateurs, la famille aussi. La famille, oui. J'imagine bien que vous travaillez avec tout ce réseau, mais comment vous travaillez avec? C'est ça qui me paraît vraiment très important. Eh ben, en fait, je pense que c'est vraiment l'aller vers. C'est qu'en fait, les personnes sont habituées à faire leur travail, mais ne sont pas habituées à communiquer avec les autres. Donc d'aller vers la personne, de se présenter, de dire voilà le travail, l'accompagnement qu'on fait avec la personne, d'expliquer qu'on va en fait tous aller dans le même chemin, qu'on va tous suivre la personne et pas proposer des choses qui ne seront pas forcément adaptées à elle. Et c'est comme ça. Après, les partenariats, moi j'ai fait mon DU, je l'ai fini l'année dernière. Donc on est en train de beaucoup changer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive à changer, mais que quand on a une équipe qui veut changer. Moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'a suivie pendant mon DU et un psychiatre qui m'a aussi suivie et qui on est en train de changer en fait tout notre fonctionnement, même à l'hôpital de jour. On change totalement notre prise en charge. Donc le partenariat, en fait, il est tout encore à tout développer. Et puis, je veux dire, on utilise beaucoup les moyens modernes d'échange, c'est-à-dire beaucoup SMS, mail, ce qui permet d'avoir une réactivité plus importante, je dirais, que forcément par des réunions, des synthèses, des choses comme ça. Là, on peut avoir une immédiateté, on va dire, un peu dans le suivi qui est ça nous arrive aussi d'accompagner à Pôle emploi. Pôle emploi, donc voilà, on accompagne la personne, on leur dit bon, est-ce que vous voulez que je me présente ou pas forcément? Et ben voilà, je pense que c'est aussi de se faire connaître parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne savent pas qu'on existe et qui ne savent pas ce qu'on propose. Et en même temps, il me semble je vous laisse poser votre question et après on va enchaîner un petit peu. Je suis désolée, c'est un rôle. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est aussi que par rapport effectivement à ces partenariats, souvent l'hôpital se présente comme aussi, malgré tout, malgré les réflexions autour de la question effectivement du pouvoir d'agir et du rétablissement, beaucoup de structures sanitaires se présentent comme une structure qui sait vis-à-vis de partenaires qui ont effectivement, alors qui certes ne sont pas soignants, qui certes n'ont pas la science médicale, mais ont acquis effectivement, et puis en tant que professionnels, ont des savoirs qui sont les leurs et ont aussi des expériences qui sont importantes. Et comment effectivement vous arrivez à proposer, dans le cadre de vos partenariats, de vos réseaux, un lien qui soit un lien horizontal avec l'ensemble des partenaires, parce que ça dans la question du rétablissement, ça me semble absolument fondamental. Après, je pense que vraiment déjà mettre la chose en première, que seule la personne sait où elle veut aller, déjà même au niveau des partenaires, déjà ça cadre les choses, parce que
En fait, quand on est dans le non-jugement, quand on part du principe qu'on est vraiment, que c'est la personne qui sait où elle veut aller et que sa situation, elle est comme ça, en fait, les partenaires, en fait, s'ils intègrent ça, on va tous dans la même direction. Et il n'y a pas une histoire de... Voilà, moi, je suis pas... Alors, j'ai des informations, certes, je suis infirmière depuis plus de 20 ans. J'ai des connaissances que je peux donner si la personne le veut par rapport à du stress, parce qu'on a fait aussi beaucoup d'ateliers de gestion de stress. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut accompagner la personne. Mais je pense que tout partenaire, en fait, a une place dans la vie de la personne, et même la famille, que ce soit n'importe quelle famille. On a tous nos ressources, on a tous nos points forts, et nos ressources sont toutes différentes. Je prends surtout un exemple quand on crève, un truc qui peut nous arriver. Chacun, en fait, a une solution différente. Il y a quelqu'un qui va réparer tout seul sa roue parce qu'il sait le faire, il y a d'autres qui va appeler la dépanneuse, et puis il y a quelqu'un qui va l'appeler un ami. Donc, si on part de ce principe-là que chaque personne réagit d'une façon différente, on n'est pas en position de savoir ce qui est bon pour la personne. Merci beaucoup. Excusez-moi, là, je dois vraiment vous interrompre, surtout que votre question, mes collègues me disaient, et je confirme, est une bonne transition vers la présentation suivante, justement, sur les partenariats et comment on se positionne dans le partenariat. Merci. Exactement. Donc, merci Doralis et merci, Madame, d'avoir fait cette transition qui va nous permettre, Jocelyn et moi, d'aborder sous le mode de la conversation cette difficile thématique de est-ce une mission impossible de travailler en réseau à partir de l'hôpital. Et on a décidé aussi de martyriser notre modératrice, puisqu'on n'a pas fait de support, on va martyriser notre public, donc vous allez être obligés de nous écouter. Et dans la conversation, vous allez être aussi embarqués, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'exemples concrets. Donc, en fonction du temps et de ce que Doralis contraindra ou pas, il y en aura différents. Mais les premiers exemples vont être palois. Ils vont concerner des partenariats qui existent ici à Pau. Et je vais donc parler sous surveillance, parce qu'il y a beaucoup de membres concernés, beaucoup de personnes qui sont dans différentes institutions, qui sont ici dans la salle. Et puis, dans ce dialogue, donc, moi, je vais amener les exemples. Et Jocelyn, à partir aussi des présentations et des travaux que tu as faits, tu pourras aussi essayer de donner un peu de sens. C'est un petit peu aussi une continuité de ma prise de parole tout à l'heure sur la question de l'institution dans le partenariat à l'extérieur de l'hôpital. Donc on va poursuivre le débat qui a commencé à émerger à la fin de la plénière. Mais alors du coup, je commence. Je te raconte notre histoire de logement accompagné. Raconte-moi. Ok. Donc il y a Marie Potier, il y a Vincent Bouchard dans la salle, il y a plein d'autres gens. Donc je vais faire attention à ne pas dire de bêtises, mais je vais aussi m'appuyer sur vous, si jamais il faut compléter sur l'histoire de ce partenariat. Parce que les logements accompagnés, c'est quoi? À Pau, on a une chance assez formidable en termes d'offres de soins. On a une centaine, entre 100 et 150, première approximation, de places, d'hébergements, donc on appelle ça des logements accompagnés. Donc ce sont des hébergements associatifs à destination des personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique sévère et qui nécessitent un étayage à la fois sanitaire et social. Et ça se fait dans le cadre d'un partenariat. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est construit, parce qu'on est souvent assez fiers de pouvoir le dire, qu'on a autant de places, et là on parle vraiment un peu de logistique, mais autant de places de logements adaptés, de logements accompagnés à Pau. Mais comment ça s'est fait? Alors en fait, on revient un peu en arrière, on est dans les années 2000, et il y a une personne qui s'appelle le docteur Pierre Godard, que vous avez dû entrevoir ce matin, normalement, qui travaille au centre hospitalier des Pyrénées et qui à l'époque est déjà très engagé sur les questions de ce qu'on appelle à l'époque réadaptation, réinsertion, en tout cas de comment est-ce qu'on peut faire pour que les personnes qui vivent actuellement à l'hôpital puissent avoir le droit, parce qu'elles en ont le droit, puissent avoir aussi l'accès à un logement. Donc il va se tourner vers une autre personne qui s'appelle Denis Dupont. Denis Dupont, à l'époque, il est directeur général d'une structure qui s'appelle l'OCFA, et dont beaucoup de personnes et beaucoup de membres sont ici dans la salle, l'organisme de gestion des foyers amitiés, qui est une structure qui existe à Pau depuis longtemps, je n'ose pas dire la date de peur de me tromper. Monsieur Dupont est ici,
Donc je parle encore plus sous surveillance. Aïe. Je vais faire très attention. Et vous pourrez nous confirmer en live un petit peu ce qu'on se racontera. Donc, à l'époque, de manière assez, j'allais dire presque logique, mais j'étais pas là, Pierre Godard se tourne vers vous, puisque vous vous occupez de nombreux foyers, en tout cas de lieux d'accueil de personnes qui ont des besoins sociaux élevés. Et Pierre Godard fait ce constat qu'il serait bon aussi que vous puissiez, et que ça pourrait être votre rôle finalement, d'accueillir aussi ce public-là, mais dans le cadre d'un partenariat. Alors, moi, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a raconté, initialement, ça n'a pas été facile. J'ai même entendu parler, et les mots que j'ai en tête, c'est engueulade, dispute. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a deux personnes, donc vous, monsieur Dupont, et le docteur Godard, qui manifestement avait passé beaucoup de temps au resto, des restos parfois un peu houleux. J'ai pas entendu. Non, il y a la question de savoir qui paye après. Mais c'est une vraie question et il faudrait aussi qu'on puisse l'analyser. On n'en a pas parlé hier, Jocelyn. Bon, mais j'avance un peu. Le contexte était particulier, c'est-à-dire vous passiez votre temps à vous engueuler. De nombreux restaurants ont été nécessaires. Vous ne connaissiez pas ce public, vous, l'OGFA, et travailler à la psychiatrie n'allait pas de soi. Et à l'inverse, le docteur Godard, lui, et je me permets de le dire aussi, était assez isolé au sein de l'établissement, au sein de l'hôpital, parce que la culture n'était pas forcément, et là je le dis dans un euphémisme diplomatique, de prendre en charge de manière ambulatoire des personnes qui ont un trouble psychique sévère. Donc, bon an mal an, vous avez avancé. Et M. Dupont et M. Godard sont tombés d'accord. En 2004-2005, le dispositif se crée. Étant donné que j'ai effacé ma dernière version, j'ai plus les dates en tête, mais ça commence, je crois, par la Maison Relais, Phébus. Vous commencez par ouvrir la Maison Relais Phébus en 2004. Oui, en 2004, octobre 2004. Ouais. Et à ce même moment, en contrepartie, le CHP crée les unités de vie sociale, donc des unités, des équipes mobiles qui sont sur les mêmes plateformes que les travailleurs sociaux et qui vont intervenir au domicile des personnes pour aider à maintenir une autonomie et aider aussi aux soins et à la veille clinique, on va le dire de manière très rapide. L'UDPS était antérieur à l'ouverture de la Villa Phébus. D'accord. Des 15 places. Ok. Ce qui a marché en même temps, c'est la mise à disposition, le détachement d'infirmiers dans les structures centres d'hébergement et de réinsertion sociale que nous avions sur Pau et Jurançon. Et juste peut-être pour compléter, pour la petite histoire et les anecdotes, les engueulades, c'est après. Parce que nous avions tous la conviction, l'intime conviction qu'il fallait qu'on travaille ensemble, qu'il fallait qu'on construise des réponses ensemble, parce que nous, centres d'hébergement, on était confrontés au même problème, enfin, problème similaire que Pierre Godard, à savoir que nous, dans nos structures, on avait des personnes, on ne comprenait pas leurs difficultés, leurs problématiques, et on n'y arrivait pas. Et dans notre association, il y a un des principes fondamentaux qui est toujours en vigueur, c'est l'inconditionnalité. Et il n'y avait pas de sélection, entre guillemets, tout le monde pouvait rentrer. Or là, on disait, mais ces gens-là, on ne va plus pouvoir les accueillir. Sauf si on travaille avec l'hôpital. Et l'hôpital, lui, avait un autre problème, c'est qu'il savait soigner, il savait accompagner, mais il n'avait pas d'interlocuteur, de structure pour accueillir les personnes qui étaient stabilisées. Donc, travaillons ensemble. Et après, bien sûr, comme on ne se connaissait pas avec Pierre, et que même on ne se comprenait pas, il faut appeler un chat un chat, eh bien, on s'est engueulé. Mais on a beaucoup mangé aussi, on a beaucoup... D'ailleurs, regardez le résultat. Hein. Donc, exactement, et je pense que Jocelyn va vouloir prendre la parole pour faire quelques remarques, et simplement une petite digression pour dire que ce que vous complétez, ce que vous rectifiez dans mon propos illustre un autre sujet, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, dont on discutait avec Jocelyn, qui est celle de la transmission de l'histoire d'un partenariat, puisque finalement je m'aperçois que les souvenirs et la représentation que j'en ai n'est pas exactement la réalité, mais j'arrête de blablater. Alors oui, moi j'ai envie de rebondir, notamment parce que, et continuer un petit peu le propos qu'on a commencé avec Élise Hallyday, puisque là on retrouve que le partenariat, c'est une histoire d'établissement, c'est une histoire d'organisation et c'est une histoire d'institution. Alors l'établissement, là, c'est le contrat passé avec l'État.
c'est la convention qui lie juridiquement les deux organismes. C'est la création de l'unité de vie sociale qui pose aussi un cadre légal d'intervention. C'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide de donner un temps d'infirmier pour pouvoir ouvrir la porte et aller à l'extérieur. L'organisation, c'est comment est pensé rationnellement les actions des professionnels. C'est les plannings, c'est le structure hiérarchique, c'est la logistique. Et l'institution, c'est quoi là? Je dirais qu'elle émerge déjà dans votre rencontre à tous les deux. Elle émerge dans ces restaurants, elle émerge dans ces engueulades. Et l'enjeu, c'est de développer finalement, au-delà du duo des chefs, une ambiance, un milieu relationnel où les professionnels des deux établissements respectifs peuvent accompagner de manière collective les personnes. Donc oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais on peut le reformuler en disant que les Palois comprendront, la Villa Navarre peut faire institution. La Villa Navarre, c'est un restaurant très coté ici à Pau. Mais alors si je reprends l'exemple, on arrive à un moment où effectivement c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il y a les logements associatifs qui sont créés, c'est utile pour le CHP, il y a un intérêt, c'est utile pour les personnes, et puis ce dialogue, ce partenariat, il est fructueux dans les deux sens, puisque vous le disiez aussi, Monsieur Dupont, ça venait résoudre un besoin que vous aviez. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment est-ce que ça a tenu sur la durée? Parce que, vous l'avez dit, il y a eu des engueulades, et même a posteriori, il y a des clivages, il y a des interrogations nombreuses, et on n'a pas les mêmes cultures professionnelles. On n'exerce pas le même métier. Alors, c'est vrai qu'il y a une culture du dialogue qui a émergé, déjà parce que les équipes, géographiquement, elles sont très proches, elles sont sur les mêmes plateformes. Je ne détaille pas aujourd'hui comment c'est composé, il y a des résidences accueil, etc., il y a plusieurs structures, mais les équipes du CHP, donc les équipes de la psychiatrie et les équipes sociales sont au même endroit. Le lien direct entre les chefs, c'est-à-dire que, bon, vous aviez le numéro l'un de l'autre, et puis quand il y avait un souci, un gros souci, quand ça remontait jusqu'à vous, les téléphones chauffaient. Et aussi, je crois, je pense, peut-être par la création d'un espace un petit peu particulier, qui est le séminaire de clinique psychosociale. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc où un événement, chaque mois, jeudi à 17h30, le docteur Godard, mais pas que, réunit à la fois les travailleurs sociaux, les équipes sanitaires et tous les partenaires. Alors, c'est-à-dire là, il n'y a pas que le duel au GFA-CHP, il y a aussi les mandataires judiciaires, il peut y avoir aussi les autres associations avec qui le CHP a un partenariat, etc. Et le but ici, c'est pas comment dire, d'apprendre ou de former, mais c'est d'entretenir le dialogue, de croiser les regards et de créer une culture de l'accompagnement qui soit sur des bases communes. Donc dans ce séminaire, on ne traite jamais de situation d'actualité, c'est-à-dire le but c'est pas de ressortir avec une solution précise à une situation concrète, mais il s'agit de s'appuyer sur un exemple et d'élaborer autour pour essayer de faire émerger une culture commune. Oui, Jocelyn ? Oui, là c'est quelque chose de très important pour moi parce que dans ce processus d'institutionnalisation de ce partenariat, il y a cet espace qui émerge et finalement qui dépasse les restaurants des chefs. Et là, il y a un autre espace de dialogue possible, le séminaire de clinique psychosociale. Et pour moi, c'est fondamental. Parce que si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, c'est qu'il renvoie à une réflexion clinique commune sur le fonctionnement d'une analyse de pratique. C'est un peu ça que j'avais saisi. Autrement dit, une position réflexive sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on fout là, tous ensemble, et comment on peut essayer de trouver des bouts de réponse, sans avoir une volonté opératoire. Mais vraiment, il y a cette dimension réflexive. Et c'est là où les professionnels peuvent, ensemble, avec cette distance, penser ce qu'ils font, et ce que je disais tout à l'heure, prendre soin de la fonction soignante de ce collectif-là. Alors, tu parlais là du séminaire de clinique psychosociale, mais c'est vrai qu'il y a un autre espace dont je n'ai pas encore parlé, qui existe. Parce que finalement, ce partenariat, il a essaimé, il a fait des petits, puisqu'on n'a pas tout détaillé, mais il y a aussi un SAMSA qui a été créé, il y a un groupement, alors là, avec d'autres personnes en plus, mais il y a le Chez Soi d'abord qui s'est ouvert. Bref, donc ça a fructifié beaucoup. Et la multiplication des liens ont fait qu'effectivement, il y a eu des conventions passées entre établissements et qu'il y a un autre espace de dialogue qui existe et qui s'appelle la bilatérale.
on appelle ça la bilatérale, entre le Centre hospitalier des Pyrénées et l'OCFA. Et donc là, c'est un espace où les directeurs des structures, donc la direction générale de l'hôpital, c'est plus Monsieur Godard et Monsieur Dupont, c'est la direction générale de l'hôpital d'un côté, la direction générale de l'OCFA de l'autre, qui se rencontrent de manière régulière pour aborder toutes les questions et tous les problèmes qu'il peut y avoir en termes, j'allais dire administratifs, mais c'est pas le bon terme, pour le dire vite. Je peux rebondir là-dessus ? Je ne sais pas si je suis autorisé. Justement pour préciser, parce que quand effectivement mes propos sont un peu flous, quand je parle de collectif soignant-soigné, ça intègre la direction finalement. Ça peut même intégrer des élus, c'est la question de comment on peut faire collectif ensemble, et ces espaces où des décisions peuvent être prises, ou en tout cas que le dialogue peut être possible, sont fondamentales. C'est également, pour revenir à Tosquelles, ce qu'il avait préconisé dès le début, c'est-à-dire pour qu'un club soit présent dans un hôpital avec une association loi 1901, et pour que ça puisse fonctionner, qu'il y ait une influence sur le quotidien des personnes qui sont dans ce club-là et sur leur quotidien quand ils sont hospitalisés ou en dehors de l'hôpital, il faut qu'il y ait un espace aussi de discussion avec la direction. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est je trouve très intéressant dans ce partenariat, c'est que d'un côté, il y a un espace finalement où on pense les pratiques, on pense une culture de soins, mais il y a aussi un espace où la question de la décision et des différentes procédures pour pouvoir avancer et faire aussi collectif est aussi présent. Et ça, c'est précieux. Oui, mais là, alors je ne sais pas si tout le monde, s'il y a beaucoup de médecins dans la salle et si ces médecins ne souffrent pas trop d'hypoglycémie, mais ce que tu viens de dire en creux, c'est que les directeurs ont quelque part une fonction soignante, et donc normalement ça devrait faire s'écrouler au sol pas mal de médecins. On pourrait revenir sur la question de la fonction soignante, mais la fonction soignante est partagée par le collectif, et effectivement chaque personne dans son métier peut l'investir d'une certaine manière, mais oui, ça peut être très soignant pour une personne accompagnée d'avoir une facilité à aller vers tel ou tel dispositif, et on respecte justement son parcours de rétablissement dès l'instant qu'il y a quelque chose de fluide qui devient possible. Et effectivement, les dirigeants, les directeurs, les administratifs ont une part de responsabilité dans cette capacité à pouvoir cheminer dans ce parcours de rétablissement dans les différentes étapes, les différentes institutions, établissements qui existent. En tout cas, pour reprendre le fil de l'exemple, c'est vrai que moi, ce que je constate, c'est que cet espace-là, cette bilatérale, cet espace entre directions est quand même nécessaire, parce qu'on est dans une période particulière, on est dans une période de transmission. Je disais quelques mots tout à l'heure. Les personnes qui ont créé ce partenariat, qui l'ont vraiment porté, ont fait un pas de côté et ne sont plus nécessairement à la même place qu'avant. Comment est-ce que le partenariat, finalement, va se transmettre? Et moi, je trouve que ces espaces-là, que ce soit le séminaire de clinique psychosociale où on interroge les pratiques, ou que ce soit la bilatérale où on va interroger plutôt l'organisation, ils sont absolument nécessaires. Et on voit bien, encore aujourd'hui, qu'il y a des désaccords, des griefs qui apparaissent, mais il y a cette culture du dialogue, donc on va... à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un des deux qui prend le téléphone, qui réunit tout le monde autour de la table, et on arrive à se repositionner chacun, de se repositionner dans nos rôles. Mais ça comporte un risque à mes yeux, enfin, je le soumets à ton analyse, mais le risque, il est double. D'un côté, il ne faut surtout pas transformer les travailleurs sociaux en soignants, ou réciproquement. Il ne faut pas transformer les soignants en travailleurs sociaux, c'est-à-dire le risque, c'est de finalement induire un flou et d'intervertir les rôles de chacun, tout en gardant un langage commun, parce que sinon on ne se comprend pas. Voilà. C'est pour ça que finalement, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis intervertir, ou finalement transformer les travailleurs sociaux en soignants et inversement. Parce que finalement, là, il y a une sorte de confusion entre le statut, le rôle et la fonction des personnes. Et cette distinction statut, rôle, fonction, c'est un opérateur qui a mis en évidence, et Louise Hallyday dans sa thèse, qui prend soin du réseau, un opérateur institutionnel qui est pertinent justement dans la construction de partenariats, parce que finalement, le statut, c'est ce qui est marqué sur la fiche de paye. D'ailleurs, c'est ce que vous faisiez référence tout à l'heure. L'IPA n'est pas un statut, n'est pas un métier, c'est plutôt un rôle. Case manager, pardon.
Et c'est toute la distinction. Effectivement, le case manager n'est pas un statut. Le statut relève de l'administration, de la hiérarchie, de l'organisation. On a tous les deux le statut de médecin dans nos services respectifs. On travaille avec des infirmiers, des éducateurs. Mais lorsque tu évoques la nécessité d'échanger, même avec une certaine conflictualité, afin de permettre un repositionnement des rôles de chacun, et c'est cet échange conflictuel qui permet justement à chacun de trouver son rôle. Et peut-être que le case manager est plus un rôle du coup à jouer dans une équipe plutôt qu'un statut, c'est-à-dire une place qui se prend par interdétermination et qui doit rester vivant. C'est pour ça que ces espaces comme le séminaire, qui à mon sens est salvateur, parce qu'il permet la redéfinition et le travail sur la répartition des rôles de chacun dans un partenariat. Mais quand on parle de soignants, ou plutôt de fonctions soignantes, ça renvoie à autre chose. Parce que, par exemple, pour une personne hospitalisée, parfois, une femme de ménage qui fait un sourire... J'ai le droit de te couper. Oui, vas-y. Comment dire, t'abordais statut, rôle, fonction. Fonction. Et tu disais qu'effectivement, il ne s'agit pas de transformer les travailleurs sociaux en soignants et que là-dessus, tu n'étais pas d'accord. Et moi, je voulais juste te demander, pour bien comprendre, parce que je n'ai pas très bien compris, quelle distinction tu fais entre la notion de rôle et celle de fonction ? La fonction, dans la pensée institutionnelle, c'est comment l'individu va finalement subjectiver l'ensemble de ses compétences, de ses savoirs, des techniques qu'il a apprises, par exemple dans un DU de case management, et il va les mettre au service d'une personne dans une rencontre, dans une relation. Mais il y a une notion qui est importante, qui ne dépendra jamais de la compétence finalement des personnes et de tous nos diplômes, qui est ce que dans la pensée institutionnelle on appelle le coefficient thérapeutique. C'est-à-dire que ce qui marche, ce qui aide au rétablissement, ce qui soigne, c'est jamais dit d'avance en fait. Et la fonction soignante, justement, recouvre ça. Recouvre d'un côté la compétence du professionnel à mettre en pratique ses connaissances, mais également d'être lui-même dans sa modalité relationnelle. Et finalement, ce qui se joue dans la rencontre, et cet inconnu qui est, on ne sait pas ce qui marche. À certains moments, effectivement, un aide-soignant, une femme de ménage est beaucoup plus soignante lors d'une hospitalisation qu'un psychiatre. C'est possible. Et moi, dans mon SAMSA, je me demande, qu'est-ce qui, parfois, dans une situation, qu'est-ce qui va plus soigner, qu'est-ce qui va plus accompagner la personne dans son cheminement de rétablissement, entre le référent social qui va la sortir d'un foyer pour l'amener dans un appartement autonome parce que c'est ce qu'elle souhaite, et l'infirmière qui fait de l'éducation thérapeutique. Et si on ne distingue pas rôle, statut, fonction, effectivement, on est perdu. Et dans le partenariat, on est perdu parce qu'on vient avec notre bagage d'infirmier, de médecin, et sous prétexte qu'on a des diplômes, des compétences, c'est nous qui avons le pouvoir soignant, c'est nous qui savons sur le rétablissement et qui allons accompagner dans le bon sens. Alors que finalement, c'est plus compliqué que ça, et de pouvoir penser ça, c'est laisser aussi un espace à la personne qu'on rencontre de se saisir de ce qui marche pour elle. Est-ce que c'est la médiatrice de santé père de mon équipe? Est-ce que c'est la neuropsychologue? Est-ce que c'est les discussions avec moi? Est-ce que c'est les synthèses familiales qu'on fait de temps en temps? J'en sais rien. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir cette distinction-là, finalement, pour nous être un peu plus au clair sur comment on travaille, et qu'effectivement, un infirmier, un éducateur, c'est pas le même diplôme, mais en même temps, ils peuvent avoir des fonctions soignantes qui se recouvrent. Et c'est à chaque fois singulier selon les personnes qu'on rencontre. Là, moi, je vous interromps juste pour dire qu'il reste 5 minutes et que je sais qu'il y a encore plein d'exemples qui n'ont pas été cités. On n'en fera qu'un seul. Je pense qu'on va en prendre un seul. Et donc, du coup, on va peut-être accélérer, mais c'est vrai que moi, ça m'éclaire beaucoup ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui nous interroge souvent. Il ne s'agit pas d'intervertir les statuts, du coup. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire en sorte qu'un travailleur social, qu'un éducateur, par exemple, devienne infirmier, mais c'est aussi d'accepter qu'il y a une fonction soignante qui est assumée par le collectif et par chacune des personnes au sein du collectif. Ok. On va prendre un deuxième exemple. Ça te va si on prend celui des amandiers? Oui. Ou tu préfères... Non, c'est très bien. Ouais. Alors, on va parler d'une autre unité de l'hôpital de Pau,
qui est, s'il nous reste 5 minutes, je vais avancer un petit peu. C'est le type d'unité que vous devez connaître pour ceux d'entre vous qui sont professionnels de santé dans un hôpital. Il y a de nombreuses années, une unité qui, et je le dis en ayant bien conscience de la vulgarité des termes que je vais employer, je vous prie de m'en excuser, mais qui avait la réputation, par exemple, entre internes, d'être l'unité Walking Dead. C'est très parlant, c'est-à-dire c'était l'unité dans laquelle il y avait les personnes atteintes de déficiences très sévères, avec des troubles du comportement. Une unité très délabrée sur le plan du bâti, voilà, donc les amandiers. C'était des personnes, donc les personnes hospitalisées, c'était des incasables, des gens qui vivaient à l'hôpital sans aucune perspective de sortie, absolument pas compatibles, entre guillemets, avec des admissions dans un lieu de vie médico-social. Bref. Défectologie. Effectivement, il y a eu beaucoup de termes pour identifier ce genre d'activité. Et bon, pardon, sinon je vais me faire taper sur les doigts par la modératrice. Si je vais droit au but, effectivement, en 2014, qu'est-ce qui se passe? Il y a une visite de l'ARS, et là je regarde Monsieur Mercadieu pour ne pas me perdre dans le temps, mais il y a une visite de l'ARS, donc la certification, et l'hôpital est retoqué, alors je crois qu'on obtient un C ou un D sur les amandiers, sur cette unité-là. Pourquoi? Parce que le bâti ne respecte pas la dignité des personnes et les conditions de prise en charge sont indignes. Donc l'hôpital quand même reçoit ça et se remet sacrément en question. Et il s'est passé quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que la remise en question au sein de l'établissement, ça n'a pas été uniquement de refaire le bâti et de retoucher 2-3 trucs pour que ce soit un peu plus digne et de faire un espèce de Walking Dead mais version Disneyland. La réaction de l'hôpital, ça a plutôt été de se dire on va carrément profondément transformer les pratiques. Et en fait, je suis en train de dire la réaction de l'hôpital, mais pas tout à fait. Ça a été la réaction de l'équipe. Donc, il y a eu une ambition qui a été de pouvoir se former. Donc il y a d'abord des personnes dans l'équipe qui ont commencé à se former sur la question spécifique de l'autisme, des gens qui se sont spécialisés là-dessus, qui se sont emparés petit à petit par la présence d'une cadre de santé impliqué, par un professionnel qui a fait un DU de case management, et on y revient, spécialisé sur l'autisme avec déficience intellectuelle. Donc cette équipe a acquis une expertise vraiment auprès de ce public qui aujourd'hui est reconnu sur le territoire. Alors, pardon, je vais vite, donc peut-être que tu as envie de m'interrompre. C'est juste pour rappeler que justement, ils n'ont pas juste rénové les murs, ils n'ont pas juste rénové l'établissement. Ils ont tenté de faire vivre autrement les pratiques, finalement, comment elles s'institutionnalisaient. Donc il y a vraiment une pensée institutionnelle dans ce qui se met en place à ce moment-là, créatrice. Exactement. Et c'est vrai que, alors je te laisse la parole à ce moment-là, mais c'est un moment de l'exemple où j'ai pas encore dit un seul mot du partenariat. Et le moment où on se spécialise dans l'autisme, où l'unité se spécialise dans les troubles du spectre autistique avec déficience intellectuelle et les troubles du comportement sévère, et ben, il y a cette volonté pour ces unités qui sont un peu des unités terminus de l'ouvrir vers l'extérieur et d'engager un travail partenarial avec le médico-social. Et donc concrètement, le case manager va aller voir avec le cadre, avec la cadre, avec le médecin, va aller voir les différents établissements médico-sociaux sur le territoire, et il va y avoir des conventionnements. Il y a certaines de ces structures avec lesquelles l'hôpital est conventionné, mais de manière bilatérale. Là aussi, on a une convention avec telle structure. Donc aujourd'hui, finalement, il y a un travail en réseau à partir de cette unité qui a été permis par ce travail de remise en question, avec une unité qui est identifiée sur tout le territoire, des personnes qui ont plus facilement accès aux soins, des gens qui ne restent plus à vie dans l'unité, des modalités d'accueil qui sont différentes, des séjours d'évaluation, des visites à domicile au sein des foyers, etc. Et avec une expertise qui est vraiment reconnue. Le turnover soignant était très important avant, maintenant c'est l'inverse. Il y a une règle au CHP des 8 ans. Bref, donc quand un agent a passé plus de 8 ans dans la même unité, en général, il faut qu'il bouge. Et les personnes qui sont aux amandiers, elles n'ont pas envie de bouger. Ça dit quelque chose, en général. Et tout ça, c'est agrégé autour de plusieurs figures et d'un support théorique qui est celui de l'apport des neurosciences pour les troubles du neurodéveloppement. Mais, à mes yeux,
Et là aussi, Jocelyn, tu m'interrompras dès que tu le jugeras pertinent. Là, je juge pertinent. Allez. Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, il y a l'appropriation d'un savoir médical, théorique, peut-être un petit peu déterministe, mais qui est au service du collectif, qui vient donner sens, finalement, à une clinique de défectologie, et on sort de ça. Et grâce à ça, il y a finalement une reconnaissance de l'être humain qui devient possible dans l'équipe. En tout cas, c'est ce que j'entends un petit peu en creux de ça. Et l'équipe, finalement, s'est réorganisée. Et au-delà de la réorganisation, il y a une nouvelle pensée, une nouvelle représentation de leurs malades qu'ils accompagnent. Et c'est ça, le travail institutionnel. Et c'est là où, finalement, ce collectif a pris soin d'eux pour sortir de cette stigmatisation, sortir finalement du Walking Dead, pour arriver à des choses un peu plus précises. Et l'outil qui l'a permis a été effectivement la montée en compétences dans les neurosciences, mais surtout un dynamisme d'équipe localisé, quelque chose qui a tenu jusqu'à maintenant. Et ça me fait penser, et j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à ce sur quoi tu as fini ta plénière. Et je crois ne pas parler à ta place en disant que c'est ça l'exemple de prendre soin d'une équipe ou prendre soin de l'hôpital pour pouvoir s'ouvrir vers l'autre. C'est ça. Ce qui est un petit peu différent de ce qui a commencé à s'esquisser dans le débat qui a fait suite à ta plénière, qui était finalement, est-ce que prendre soin de l'hôpital, c'est une manière de s'enfermer dans une psychothérapie institutionnelle où les gens sont dans un vase clos et ne s'occupent que d'eux-mêmes. Là où finalement mon parti pris, c'est que pour pouvoir s'ouvrir et arriver à prendre soin d'un réseau et être partenaire avec les autres, il faut déjà avoir du sens et avoir une dynamique à l'hôpital dans ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que montre cet exemple-là. Et je vais arracher... Très belle conclusion. Non, il te reste 30 secondes, allez, pour conclure. Non, peut-être simplement pour conclure en disant que effectivement, je retrouve dans ton analyse ce que moi j'ai pu constater dans l'unité, qui est qu'on a une équipe qui aujourd'hui est mise en valeur, c'est-à-dire qui a confiance dans ses propres compétences, et qui voit ses compétences reconnues à la fois par la direction, mais aussi par les partenaires, par les usagers. Et je crois que le plus bel aboutissement pour cette équipe, ça a été d'être sollicité par les associations de proches de personnes atteintes de troubles du spectre autistique, qui, jusqu'à récemment, et à juste titre, se tenaient très à l'écart de l'hôpital psychiatrique. Ils ont sollicité pour pouvoir, sur le territoire, monter une filière d'habituation aux soins pour permettre à ces personnes-là qui ont des troubles du comportement importants d'accéder à des soins somatiques satisfaisants et normaux. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir laisser... Je voulais absolument qu'on laisse un peu de temps pour les questions parce que souvent, on est frustré dans ces journées-là de ne pas pouvoir échanger. Et je vois qu'il y a déjà une question. Juste là, Vincent, devant. Hop. Excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes, mais on vous écoute. André Biche, coordination Santé Mentale France-Bretagne. Après ce qui s'est dit, et ça rejoint la conclusion de la première table, je suis très interrogatif par rapport au titre même de cet atelier. Travailler en réseau à partir de l'hôpital, mission impossible, j'enlève le point d'interrogation. Parce que si on veut travailler en réseau à partir de, on se met tout de suite en échec. C'est comment on fonctionne en partenariat, on crée du partenariat qui va nous permettre de développer nos pratiques et de construire des opportunités avec d'autres acteurs. Et donc je crois qu'effectivement, c'est ce qui était dit tout à l'heure, la position asilaire de l'hôpital est dans le titre qui vient d'être écrite. Et donc, moi qui viens du social, j'ai envie de dire, construisons des partenariats, apprenons à travailler ensemble et que les compétences de la psychiatrie, pas que de l'hôpital, soient mises au service de la communauté et que la psychiatrie soit dans la communauté, un des acteurs de la communauté. Et il existe des outils par rapport à ça. Je sais plus du témoignage que de la question. Ce qui s'est fait dans certains territoires autour des PTSM, où les acteurs ont posé des diagnostics communs, ont établi des priorités d'action, font que la question ne se pose pas du réseau. Il a été existé, le diagnostic, et ça chemine. Donc effectivement, si on pense à partir de l'hôpital, déjà on pense faux. Voilà.
Merci monsieur pour cette remarque. Il y aura peut-être plusieurs personnes qui souhaiteront rebondir parce que vous pointez à très juste titre qu'on n'a absolument pas répondu au titre de l'atelier et qu'on ne collait pas du tout au titre on ne s'est pas appuyé sur le titre de l'atelier. Mais finalement, je crois qu'on a quand même répondu à la question sans y répondre. Puisque le fait qu'on parle, et en tout cas, alors je ne parlerai pas à votre place, à tous les deux, mais le fait que nous, on parle exclusivement du partenariat et du réseau dans cet atelier est en soi la réponse. Si je peux me permettre d'en rajouter une couche, c'est... moi, je voudrais faire deux remarques. D'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié votre présentation là, du centre de dépistage. Et je pense que l'idéal, ça serait qu'on puisse accéder directement à votre structure, sans passer par un circuit hospitalier. Parce que les personnes qui ont commencé, je dirais, leur parcours avec ces modalités, c'est elles qui feront changer le système de soins. C'est-à-dire qu'elles ne supporteront plus d'avoir des soins d'une autre nature. Alors ça, c'était une première remarque. Bravo, je trouvais... Après, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, donc on prend les personnes qui viennent des urgences psychiatriques, mais qui n'ont jamais été hospitalisées. Là, on prend... j'ai l'exemple de quelqu'un que je suis, là, ça va faire 6 mois, oui, Romain, qui n'a jamais été hospitalisé et qui a fini aux urgences psychiatriques. Donc, il est retourné chez lui, je le suivais. À un moment donné, j'avais plus du tout de signes. Voilà. Du jour au lendemain, il m'a appelé, il m'a dit « Non, mais Delphine, ça va pas, là. » Je dis « Oui, mais si ça va pas, en fait, je lui dis là, il faut vous faire hospitaliser. » Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai accompagné à être hospitalisé. Et ça, c'est toute une démarche aussi, parce que l'hospitalisation, quand elle est vécue, quand c'est des demandes d'un tiers, c'est vécu comme un traumatisme. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, alors certes, on y prend au niveau des urgences psychiatriques, mais je dirais qu'on commence déjà un petit maillon. En fait, on sème des petites graines qui vont petit à petit se développer. Ouais, les pratiques vont changer, on l'espère. C'est vrai que nous, on voudrait bien se faire connaître des autres. Mais en fait, pour l'instant, on se fait connaître petit à petit pour avoir aussi en réponse quelque chose de qualité. Si c'est pour faire qu'on ait beaucoup de monde à la porte et que finalement on ne puisse même pas y répondre, nous, pour l'instant, on essaye de se faire connaître et de se développer, même au sein de notre hôpital, parce que c'est quelque chose, on change nos pratiques quand même, on est en train de bousculer un peu tout. Et les pratiques des collègues, parce que c'est ce que vous dites, que les gens qui sont 8 ans dans une structure ne veulent pas bouger, mais on a beau dire, mais des fois on devient un peu chronique aussi, nous aussi. Hein. Donc le fait de vouloir changer, et quand on porte espoir, on le fait vivre aussi aux autres qu'on accompagne, quoi. Et alors, ma seconde question, c'est là où je ne vous suis pas, c'est quand vous dites que c'est tout soin. À vous écouter, c'est que l'éduc a une fonction soignante. On n'est pas dans le tout soin. Enfin, je dirais, ma génération, de la REAM, là, on s'est battu pour qu'il n'y ait pas un modèle tout soin. Et faire réseau, c'est exactement ce que tu as décrit là, entre Pierre et... On se rend des services mutuels centré autour des besoins de la personne. Hein, et maintenant, dans les réseaux, il faut vraiment qu'il y ait des personnes concernées aussi pour faire valoir leurs besoins, que ce ne soit pas deux directeurs, un chef de pôle et un directeur du médico-social qui disent ce qui est nécessaire. Mais on se rend des services mutuels. Et le fond du réseau, c'est ça. C'est une entreprise pour moi. C'est une entreprise. C'est des gens audacieux qui ont envie d'entreprendre et qui sont surtout pas gérés par un hôpital. Voilà, ça c'est la première condition. Et pour avoir une expérience de réseau depuis 2002, il y avait des textes qui régissaient les réseaux. Alors, Jean-François saurait exactement la date, je ne sais plus. C'était financé par le FIX à l'époque, le Fonds de la qualité des soins de ville. Ces réseaux, dans toutes les disciplines, il n'y avait pas que la psychiatrie, parce que tout le monde a bien compris qu'il fallait faire réseau, que les gens qui sortent de l'hôpital, ils ont besoin d'avoir plein d'endroits où aller. Et bien, tous ont été bouffés
par des plateformes qui sont devenues sanitaires. Ça a été bouffé par les hôpitaux. Et l'expérience qu'on a eue à Grenoble, nous, on a eu de la chance, on s'est structuré autrement, mais à force de persévérance, mais tous les autres ont été bouffés par le CHU. Voilà. Moi, je trouve que ça en dit long. Ça en dit long. Et je vais justement courageusement... Excuse-moi, je te laisse répondre. Il y aura une dernière question. Et puis après, si on veut manger... Non, vous préférez ne pas manger? On peut ne pas manger. Il y en a deux là-bas, il y en a une là. On peut empiéter 5 minutes sur le repas, ça vous va? Oui. Bon, alors, si vous préférez penser que manger, je trouve ça super. Donc, on va répartir 3 questions et après, on ira manger. Moi, j'allais justement ne surtout pas répondre à votre question et courageusement transmettre la patate chaude à Jocelyn, puisque c'était un des points de désaccord qu'on avait. Mais finalement, on a fini par tomber d'accord. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de fonctions soignantes et de soins et de réseaux et de rôles propres? Effectivement, le danger, c'est l'hégémonie, que ce soit l'hégémonie de l'hôpital, que ce soit l'hégémonie de la MDPH, que ce soit l'hégémonie d'un directeur dans un centre d'accueil ou un foyer de vie. Et c'est de ça, en fait, quand Majasri disent la question, c'est pas l'asile, c'est les pratiques asilaires. Et elles peuvent être partout, et elles sont en nous, avant tout. Et c'est cette... Quand je parle de fonction soignante, effectivement, ça renvoie à des références psychopathologiques et historiques, mais l'idée, c'est de pouvoir finalement de reconnaître que dans le soin, dans le rétablissement, et c'est d'ailleurs un des enseignements du rétablissement qui m'a saisi, c'est il faut avoir une certaine humilité dans notre capacité à avoir un pouvoir sur le devenir des personnes. On peut avoir un pouvoir sur le pronostic. On peut avoir un pouvoir en enfermant les personnes dans un récit où finalement elle vient se glisser dans un discours médical. Mais après, savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, Patricia Digan, elle parlait de, ne serait-ce que le jour où elle s'est levée, justement en parlant du rétablissement du cul, elle s'est levée de sa chaise et elle est sortie, elle allait faire les courses avec sa mère. Et c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui a émergé. Et après, tout dépend de la définition qu'on donne du soin, de la maladie, du rétablissement. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des espaces où on peut en débattre, où localement, les collectifs se mettent d'accord. Et que c'est vrai qu'à des endroits, ça sera comme ça, et à d'autres endroits, ça ne sera pas comme ça. À des endroits, ça viendra de la mairie, ça viendra d'un conseil local de santé mentale. Moi, j'ai contacté pendant 2 ans les représentants du conseil local de santé mentale d'Aix-les-Bains. Je n'ai jamais eu de réponse. C'est pas par là que ça passera aujourd'hui. Peut-être que dans 2-3 ans, il y a quelqu'un d'autre et on pourra travailler en partenariat avec elle. Et l'idée, c'est d'avoir en tête qu'il y a une singularité dans notre métier et que c'est jamais donné d'avance. Et que vous avez, je pense, beaucoup plus d'expérience que nous on émerge finalement dans ce monde social de la psychiatrie et on est un peu saisi d'effroi par tout ce que vous décrivez et tout ce que vous condamnez. Mais il y a une réalité que les gens sont hospitalisés, une réalité que les psychiatres enferment presque autant que les juges. Quand j'ai regardé les statistiques, 2018, 85 000 personnes privées de liberté, les juges, 120 000. On est dans le même ordre de grandeur. Ça, c'est la fonction soignante de notre métier. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la réalité, c'est quand je suis de garde, il y a des gens en pyjama. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Et il faut partir de ce réel-là. Et je ne peux pas, en tout cas, je ne peux pas me résoudre à ne rien faire et en disant ça viendra d'ailleurs parce que sinon on abandonne ces personnes-là. Pour continuer sur... Merci Jocelyn. On n'a pas le temps. Sinon vraiment on va être en hypoglycémie très grave et on ne pourra pas profiter de l'après-midi. Il y avait d'autres questions je crois. Oui, moi j'avais juste une question justement. Comment on fait pour arrêter de dépendre autant d'une personne? Ça rejoint un peu ce que tu disais sur la transmission. À l'heure où l'hôpital public est quand même un peu... il y a un désamour quand même des professionnels pour l'hôpital public et même pour globalement la fonction publique. Ça rejoint aussi tout ce qui est social. Comment on fait pour que cette transmission se fasse là où on risque d'avoir de moins en moins ces personnalités très fortes qui portent autant les projets et les partenariats, etc. Moi, je vais apporter une réponse très concrète, terre à terre et inspirée de mon quotidien, mais juste avant, je vais faire le coup classique de voler quand même la parole et de quand même répondre à ce qui a été dit juste avant, juste pour dire que, en fait, j'ai l'impression, Jocelyn...
Eh oui, je t'avais dit que tu serais torturé, que j'ai l'impression, et après je promis j'arrête, effectivement, qu'est-ce qu'on met sous le mot soin, là-dedans c'est très important, et que ce que tu appelles fonction soignante d'un partenariat, finalement, c'est quel objectif commun se donne l'ensemble des acteurs qui est dans le réseau. Et je referme la parenthèse. Et j'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à creuser, et je réponds effectivement sur la question de la transmission, qui est que spontanément, moi j'ai envie de dire, il faut qu'on ait les clés du camion. Voilà, c'est une private joke et je vous l'expliquerai si on a le temps un jour. C'est-à-dire peut-être juste un protocole, qu'on nous transmette les conventions et qu'on nous décrive exactement comment ça marche avec des espaces très formels. T'es d'accord, Jocelyn ? Des espaces où justement la question de qu'est-ce que c'est que le soin, comment on travaille ensemble, qu'on puisse s'engueuler, qu'on puisse ne pas être d'accord, existe en fait. Et sans ces espaces-là, c'est compliqué d'avoir les clés du camion. Il me semble que c'était l'espace du restaurant. Alors, est-ce que c'est une bonne transition ou est-ce qu'il reste une question ? Je crois que oui, il faudrait un micro là. Ouais, c'est bon. Juste pour être très très rapide, effectivement, sur la question du soin, on peut aussi se questionner sur. Enfin, j'entendais ce que disait Madame tout à l'heure, mais dans quelle mesure aussi le terme même de soin n'a pas été confisqué par un modèle biomédical ou par un modèle hospitalier. Exactement. Et de quelle manière, en fait, prendre soin de sa famille, prendre soin de faire un bon repas, prendre soin de nettoyer une plage quand elle est polluée, c'est pas en fait juste du soin. Et à ce niveau-là, je pense que du coup, le soin, il est surtout relationnel, c'est-à-dire la relation qu'on a avec ses proches, mais aussi là, dans le contexte actuel, aussi avec l'environnement. Et puis, tu l'as dit rapidement, je crois aussi qu'il faut être d'accord pour ne pas être d'accord. On l'a entendu, il y a eu de l'engueulade au départ, ce qui veut dire qu'en fait, le partenariat, c'est peut-être être d'accord pour ne pas être d'accord avant tout, et ce n'est pas forcément marcher toujours main dans la main en croyant que tout est toujours tout rose. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est peut-être aussi que la fonction soignante, elle passe aussi peut-être dans la relation au savoir qu'il ne faut pas opposer à celle de l'ignorance et donc de l'apprenance. Et peut-être qu'en fait, le chaînon manquant, si je peux me permettre, au niveau de tout ça, que ce soit à l'échelle managériale, à l'échelle d'une organisation ou des pratiques de soins, c'est de considérer que la personne qu'on a en face de soi, on a toujours quelque chose à apprendre d'elle. Et réciproquement, on a peut-être toujours quelque chose à transmettre, que ce soit avec les plus jeunes, que ce soit avec des personnes qu'on accompagne ou que ce soit avec un aide-soignant lorsqu'on est soi-même directeur d'un hôpital. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une dernière toute petite question et après on va manger. Si vous arrivez à allumer. Parlez très fort. Voilà, super. Marie Odier-Bourguin, je suis responsable médicale dans un centre de post-psychiatrique près de Nantes. Alors j'ai été assez surprise, c'est pas que j'entends parler de référence. Alors j'aime assez l'idée que l'usager ou que la personne accompagnée ait son propre référent. Mais en réalité, c'est quand même pas ce que je veux faire. On se casse un peu les dents, en tout cas en Loire-Atlantique, sur cette question. C'est qui porte la référence. Du coup, il y a une espèce de guerre des pouvoirs comme ça, qui est la référence qui est hélas insupportée par des CLP qui sont en souffrance et qui essaient de faire ce qu'elles peuvent. Qui porte la référence alors ? C'est ça un peu votre question. On va vous répondre du coup. C'était un peu comment vous avez fait. Après, je dirais que si, on est référent quand même. Parce qu'en fait, quand on va accompagner la personne, en fait, ça va être nous qui va être référent avec elle. Et c'est vers elle que nous, on va être un peu le noyau central et après, on va s'effacer, quoi. Donc, on est référent. Et je pense que la notion de référence, dans le domaine médical, du moins nous, ce qu'on peut en voir, c'est que l'alliance thérapeutique, quand il y a un référent, c'est quand même beaucoup plus facile que quand la personne, elle arrive et puis qu'elle a je ne sais pas combien de personnes en face d'elle. Je trouve que quand elle a quelqu'un en référent, même que nous, quand il nous appelle, on a un seul portable pour 3, et on se présente à chaque fois et on se dit oui, je suis mal le collègue de Delphine. Et d'être référent, si moi je trouve que l'alliance thérapeutique, ça, pour ma part, ça facilite.
Et j'ai l'impression aussi que ça facilite pour les partenaires. Hein? Est-ce que je peux dire un mot ? Un demi-mot. Justement sur cette notion de référence, parce que moi ça me fait penser à une fois qu'on arrive à distinguer rôle, statut, fonction, on peut justement commencer à distinguer la fonction de décision de la fonction de responsabilité. Parce que la question de référence, c'est de quelle référence on parle finalement. C'est vrai que dans le monde médical, le médecin a une responsabilité. Dans le monde médico-social, le directeur a une responsabilité. Donc dans le médico-social, on a les deux. C'est ça qui est un peu compliqué dans le SAMSA. Il faut arriver à jongler avec. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir penser dans la référence de l'accompagnement au plus près, cette question de décision qui, je pense en tout cas, n'a pas intérêt à être systématiquement reliée avec la fonction de responsabilité. Il y a des décisions qui peuvent être prises. Oui, mais une prise de décision. Et nous, je dirais qu'on est référent, mais c'est pareil, le médecin psychiatre, en fait, nous laisse un peu carte blanche. Parce qu'avant, en fait, on devait passer toujours par le psychiatre. Il fallait demander, voilà, il y a une hiérarchie, en fait, qui est en train de... Voilà, on est tous en parité, on est linéaire. Et je pense que ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'il faut laisser aussi aux professionnels, en fait, pouvoir aussi se développer. L'autodétermination. Là, maintenant, on conclut vraiment. On a réussi à dépasser que de 10 minutes. Je vous remercie à tous pour déjà à vous, pour vos présentations. Merci beaucoup. Et puis au public pour les questions. Et puis à bientôt au détour d'un autre atelier ou de la plénière. Bon appétit!